Jacques Vergès, Étienne Bloch, la face cachée du procès Barbie, compte-rendu du débat de Ligour, édition Samuel Tastet, 1983. Étienne Bloch. Et justement, tu comptes sur les révélations de Barbie pour mettre la zizanie. Jacques Vergès. Non, je constate. Je constate que les autres ne veulent pas savoir ce qui s'est passé. Claude Sigala. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque profondément. Tu as eu besoin de dire plusieurs fois « Je ne défends pas Barbie », alors qui le défend? Jacques Vergès. C'est moi. Mais tu as une défense. Et là-dessus, Claude, tu as l'expérience de ton dossier. Tu sais bien que dans ton affaire, les avocats n'ont pas défendu Claude à propos de tel ou tel truc. Ils ont accusé ceux qui voulaient massacrer les lieux de vie et essayer de te mettre en cause pour des histoires de cul, c'est ça. Et moi, ma position, c'est la même. Marco Gérin. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de grande lessive. Alors tu commences par tordre le cou à Barbie, et nous on s'occupe du reste. Tu commences par les grands maîtres, parce que ce sont eux qui ont amené ces temps effroyables. Moi, j'ai vécu une jeunesse épouvantable. Les autres, c'était des guignols tous. Moi, je l'ai vécu. La police française, tout ça, c'était des guignols devant les Allemands. C'était des lâches, c'était des bandes de lâches. Les autres, c'était des vraies bêtes. Ah oui. Une participante. En tant que Bosch, je suis entièrement d'accord avec toi et les défenseurs. Je trouve ça extraordinaire, ces 3 points. Malgré tout, il y a un malaise. C'est peut-être parce que je suis Bosch, c'est peut-être naïf. Mais il était question de tout, de tout, de tout, sauf des victimes, comme si c'était une chose abstraite. Voilà, c'est le premier malaise. Deuxièmement, c'est évident. Barbie n'est pas un enfant de cœur, c'est un monstre. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce monstre après? Jacques Vergès. Ah, ça, c'est pas mon problème. Ne me pose quand même pas de questions où tu me demandes d'être à la fois l'avocat dans l'affaire, le procureur et le tribunal. Ce que tu as dit, par contre, est vrai. Il faut tenir compte du caractère européen de certaines sensibilités. Il est évident qu'un camarade allemand, un ami allemand, ce n'est pas forcément qu'il ait raison quand il évoque cette période de Hitler, éprouve un certain complexe. Mais en France, premièrement, Hitler n'était pas français, mais le problème n'est pas seulement le conflit franco-allemand. Depuis que je suis dans cette affaire, je reçois des lettres de confrères de beaucoup de pays arabes, de beaucoup de pays d'Afrique noire, qui me disent bravo, tu as eu raison, et si jamais tu veux un coup de main, on est là. On est là parce qu'on en a assez de ces procès à Libye, on en a assez de dire les crimes contre l'humanité. Hitler les a faits, et lui seulement. On en a assez de voir oublier le massacre de My Lai en Indochine, ou on en a assez d'oublier le million de morts en Algérie, on en a assez d'oublier Der Yassin, Fafir Kassem, Sabra et Shatila. On en a marre, nous on est occultés parce qu'on est des bougnoules. Et c'est ça le problème en effet. À travers ce procès pour des faits de 1944, on veut nier ce qu'on a fait en 1954 ou en 1964. Voilà. Elisabeth Heuerbacher. Est-ce que tu crois que c'est par l'intermédiaire d'un procès que tu vas... Est-ce que la structure et l'institution judiciaire ne vont pas occulter tout ça? Je sais bien que tu essaieras de faire le contraire. Jacques Vergès. À mon avis, la question que tu poses, chers camarades et chers confrères, c'est une question qu'on peut se poser dans n'importe quelle affaire. Et dans n'importe quelle affaire, il y a toujours des gens qui nous disent « Mais vous n'arriverez jamais à le faire, c'est beaucoup trop difficile. » Mais notre effort doit être, précisément, d'essayer de nous opposer à l'intention, à la ruse et à la magouille du pouvoir. Elisabeth Heuerbacher. Par exemple, Étienne Bloch, qui veut se porter civil. Et c'est quelque chose qui me choque énormément dans cette affaire. Étienne Bloch, qui veut se porter partie civile, s'oppose des problèmes au niveau juridique. Or, on dépasse totalement dans cette affaire-là le problème purement du droit. D'après tout ce que tu as dit, et tout ce qu'on peut ressentir par rapport à Barbie, c'est un problème fondamental, à la fois de ce qu'ont fait les nazis et de ce qu'a fait la France. Moment donné, on est obligé de se coincer par, et de justement démontrer ça. Et pourquoi, à un moment donné, on est obligé de se coincer par rapport aux limites juridiques. Par exemple, pour reprendre le cas de Bloch, pourquoi à un moment donné il y a un problème par rapport au droit, puisque ça dépasse totalement le droit, et puisque ce procès doit être l'exemple de la capacité à dépasser uniquement l'institution judiciaire. Mais il doit être une bataille contre tous les crimes qui se passent à longueur de temps, et que Barbie, entre autres, a continué, par exemple, il n'y a pas longtemps en Bolivie. Pourquoi à ce moment-là, on doit se coincer dans un juridisme qui de toute façon coincera tout et rabaissera tout? Jacques Vergès. Mais qui te dit qu'on va se coincer? Elisabeth Heuerbacher. C'est peut-être plus à Étienne Bloch que je pose la question. Jacques Vergès. Parce que, même si ce procès n'a pas lieu, n'oublie pas que les plus belles plaidoiries de l'Antiquité sont les plaidoiries que Cicéron n'a jamais prononcées. C'est tout. Mais il est évident que ce procès, un procès c'est un événement. Il provoque, il noue le drame, il noue le spectacle que les autres ont voulu. Et c'est à nous d'en faire le montage que nous voulons. Le montage, pas au sens de manipulation. Le montage au sens de donner une signification aux éléments que nous avons. Étienne Bloch. Je ne comprends pas ton raisonnement quand tu dis si ce procès a lieu. On ne peut pas faire les autres procès. Qu'est-ce qui
dans la mesure où ce procès aurait lieu et dans la mesure où l'on accepte la rétroactivité, ce serait un argument qui s'ajouterait à la possibilité de poursuivre les tortionnaires algériens. Jacques Vergès. Mais moi, je ne crois pas au Père Noël. Je ne vois pas ce gouvernement qui a proposé l'amnistie pour les derniers mecs de l'OAS, demain les faire poursuivre en appliquant la loi de 1964. Ce gouvernement a prononcé l'amnistie. Sur quel fait vas-tu les poursuivre puisqu'ils sont amnistiés et que l'amnistie a été votée par la gauche? Étienne Bloch. Mais le crime contre l'humanité n'est pas amnistiable. Jacques Vergès. Tu es juriste, tu es magistrat. Il se trouvera demain un magistrat, hors Bidalou, qui est consigné au vol de lapin à Pontoise, pour dire « J'ouvre d'office une procédure pour crime contre l'humanité ». Tu en connais un seul? Si tu le connais, montre-le-moi que je l'embrasse. Étienne Bloch. Mais il y a une constitution de partie civile qui est possible. Jacques Vergès. Sauf si le juge la refuse. Étienne Bloch. Ah bah d'accord, mais enfin... Jacques Vergès. Ben oui, mais c'est précisément. Tout est là. Étienne Bloch. Il peut y avoir un nouveau débat à ce moment-là. Jacques Vergès. Un nouveau débat à travers les médias. Nous sommes dans une position où nous n'avons pas le pouvoir et où nous ne pouvons provoquer un débat qu'à travers des occasions que le pouvoir, par son impéritie, son aveuglement, nous offre. Et croire que demain, si tu l'exécutes, ce mec-là, Papon, sera poursuivi, c'est croire au Père Noël. De même que demain, parce que Tonton a fait voter la loi sur l'amnistie, on va dire mais ça n'a pas amnistié les crimes contre l'humanité, il va se trouver un juge indépendant. Tu connais un juge capable de faire ça, depuis que tu es à la retraite? Étienne Bloch. Mais la question n'est pas là. Mais tu soulèves comme argument contre la rétroactivité qu'on ne poursuit pas les autres. Jacques Vergès. Non, ce n'est pas l'argument. L'argument, je dis que la rétroactivité n'est pas dans notre Constitution, est contraire à la Constitution. Et je dis en plus que, ce qui confirme que dans l'esprit du législateur, cela n'était pas rétroactif, c'est que l'on ne poursuit pas ceux qui ont commis ces crimes en 1954 et 1964. C'est tout ce que j'ai dit. Étienne Bloch. Je voudrais répondre à ta question. Je ne vois pas comment on peut envisager une intervention de la parole judiciaire sans tenir compte des règles posées par la loi. Le crime de guerre n'est pas imprescriptible, j'y peux rien, moi. C'est comme ça. Le crime de guerre, il est prescriptible. Bon, la différence entre le crime de guerre et les crimes contre l'humanité, elle tient, semble-t-il, essentiellement à la question de masse et à la question que le crime de l'humanité s'adresse à une population civile qui n'est pas considérée comme combattante. Tu es d'accord, en gros? Jacques Vergès. Tandis que Jean Moulin était général. Étienne Bloch. T'es d'accord, en gros? Jacques Vergès. Oui, encore que ça soit beaucoup plus vague. Étienne Bloch. On a donné comme exemple, et je ne sais pas si l'exemple est très juste, mais je ne sais plus quel ministre, il y a quelques années à propos de l'affaire Touvier, on l'a rappelé dans le rapport de je ne sais plus quel conseiller à la Cour de cassation. C'était un historique de la notion de crime contre l'humanité. On donne comme exemple, on arrête un résistant, on le torture, c'est un crime de guerre. On arrête un résistant, on le torture, on le déporte, c'est un crime contre l'humanité. C'est l'exemple qui a été donné. Jacques Vergès. Tu as raison de rappeler cet exemple. On voit très bien dans quel juridisme on veut nous entraîner, et qu'en fait, les frontières entre les deux sont extrêmement floues. Étienne Bloch. Alors, je continue parce que je veux parler de cette question, puisqu'on m'a mis en cause. À Lyon, entre avril et août 1944, un certain nombre de résistants qui ont été torturés et qui se trouvaient à Montluc, dont le nombre avoisine autour de 300, ça fait nombre, ont été un beau jour retirés de la prison, conduits dans les environs de Lyon, sur des routes autour de Lyon, et ont été abattus. Le nombre, je dis, avoisine 300. Est-ce que c'est un crime de guerre? Moi, je dis non, c'est un crime contre l'humanité parce qu'ils n'ont pas été jugés, parce qu'ils ont été exécutés dans des conditions qui sont très proches de celles de la déportation. Et c'est sur ce plan qu'éventuellement, je me placerai pour me constituer partie civile. Jacques Vergès. Et je crains pour toi qu'on ne te dise, Monsieur Étienne Bloch, vous continuez à être un emmerdeur, on n'a pas l'intention d'examiner cela. Je te le prévois. Étienne Bloch. Peut-être qu'on me le rétorquera, mais il me semble qu'il y a une certaine solidité. Jacques Vergès. Tu vas dans le sens que je dis. Je disais qu'on a séparé par un tour de passe-passe les problèmes de la résistance dans cette affaire parce qu'on était emmerdé par la résistance. Albert Bertin. Pas tout à fait quand même. Tu oublies de rappeler que Barbie a déjà été condamné à mort 2 fois de suite par contumace. Tu rappelleras peut-être les dates pour des crimes de guerre. Alors, il s'agit de savoir si, je crois que c'est toute la discussion qui se fait actuellement au parquet de Lyon, l'on exhume les dossiers de ces 2 condamnations. Jacques Vergès. Non, non, non. C'est un problème qui est tranché depuis le moment même où on a repris l'enquête. On a dit, on n'examinera pas ces trucs. Albert Bertin. Si toi tu dis, mais pas du tout, ça a déjà été jugé dans ces 2 affaires. Jacques Vergès. Ce discours s'adresse surtout à Étienne, pas à moi. Parce que tout de même, je ne vais pas me transformer en homme orchestre, en procureur également, et requérir contre tout le monde. Il y a une répartition des tâches dans l'affaire. Mais le problème, c'est, en fait,
Étienne vous a montré la différence qui est ténue entre la définition du crime de guerre et celle du crime contre l'humanité. Et cela pour des raisons très simples. C'est que ces définitions ont été faites pour un tribunal qui a siégé en 1946, et ces accusations étaient les mêmes. Donc, à l'époque, la différence entre les deux inculpations ne tirait pas à conséquence. C'est de nos jours que ça devient important. Étienne Bloch. Non, mais la question de Bertin, elle te concerne tout de même directement, puisque lorsque tu auras connaissance éventuellement, en tant que défenseur et non plus en tant que procureur de ma constitution de partie civile, tu essaieras de démontrer avec des arguments juridiques qu'elle n'est pas recevable. Jacques Vergès. On verra. Ce n'est pas évident. Je préférerais laisser faire ce travail par d'autres. Je pense que Riss me téléphonera ce jour-là, ainsi que le procureur et M. Soupe. M. Soupe, c'est le président de la cour d'appel, pour me dire, mais dites donc, vous ne faites rien contre ça? Et je dirais, tirez les premiers, messieurs. Étienne Bloch. Là, ça devient plus intéressant. Une participante. Est-ce qu'il sera possible dans un procès comme celui-là d'évoquer les activités que Barbie a pu avoir en Bolivie? Jacques Vergès. Je crois que M. Debré serait le premier à ne pas être d'accord, parce que parler de la Bolivie, pour certains, c'est parler de corde dans la maison d'un pendu. La mort du Tché, je ne pense pas que Barbie y ait joué un rôle. C'est là, à mon avis, où l'on commet une erreur. On a l'impression que pour torturer, il faut avoir absolument, comme à un moment on disait pour faire une bouillabaisse dans un bon restaurant, il faut à la cuisine un cuisinier français, lui seul peut faire la sauce, et on a l'impression qu'aujourd'hui, pour violer les filles, couper les mains des hommes ou autre chose, ou introduire une bouteille, il faut absolument un Allemand. Hélas, le sens de la torture, c'est comme le bon sens, le truc le plus communément répandu parmi tous les peuples de la Terre, et ce n'est pas un problème de peuple, c'est un problème de lutte des classes. Une participante. C'est peut-être pas comme professeur qu'il aurait fait ça, mais parce qu'il avait envie de continuer. Jacques Vergès. À mon avis, là, c'est une autre erreur de croire que le type qui torture est un sadique et un être à part. Les jeunes du contingent, certains jeunes du contingent en Algérie, ont torturé, et aujourd'hui ils ont femmes, enfants. La question à laquelle ils pensent en ce moment, c'est comment payer les traites du tracteur. Une participante. Je ne pensais pas que ce soit par sadisme, mais par conviction politique. Étienne Bloch. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que n'importe qui placé dans une situation donnée est capable de torturer. Et j'ajoute même, nous tous ici. Frédéric Joyeux. On peut citer l'exemple de l'expérience faite aux États-Unis. On en parlait en aparté il y a quelques jours. On a mis des étudiants dans des conditions, en situation, et l'on s'est aperçu en fin de compte qu'ils étaient tout à fait capables de torturer leurs propres collègues et à inverser les rôles d'ailleurs. Nicole Rhin. On torturerait avec plaisir quelqu'un comme Barbie. Jacques Vergès. Vous savez, pendant la guerre d'Algérie, j'ai rencontré des tortionnaires, parce que j'étais forcé de les rencontrer, pour dire, voilà, vous avez arrêté un tel, eh bien voilà, je dépose une demande, non pas de mise en liberté, mais pour qu'un infirmier puisse lui faire, car il est diabétique, une piqûre d'insuline tous les jours. Et je vous donne en même temps le texte que j'envoie à la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Celle de l'Europe ne s'appliquait pas encore, la France ne l'avait pas encore signée. Elle attendait la fin de la guerre, comme pour les crimes contre l'humanité. Et je les voyais, mais c'était des gens comme vous et moi. Et ils ne m'ont jamais invité parce qu'ils savaient que j'aurais refusé. Ils m'auraient invité. C'était des gens qui savaient très bien tenir le manche à gigot et la pince pour le homard. Et sûrement que certains lisaient Rainer Maria Rilke le soir en se disant merde, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Et puis ensuite dans la journée, ben vas-y cocotte. Et on aboutit à des situations tellement paradoxales. Il n'y a pas seulement le tortionnaire et le torturé, mais il y a une situation de complicité générale. Je vais vous donner un exemple. À Alger, à cette époque, je n'étais pas bien vu. Et cependant, le secrétaire général de la préfecture de police me recevait. C'était un ancien membre du Conseil d'État, c'était M. Tedjen. Et un jour, j'ai eu une discussion. Paul Tedjen me racontait toutes les atrocités qui se passaient. Et il me donnait l'adresse des villas où on enterrait les morts sous la torture. Et je disais à Tedjen, mais enfin, ces gens qu'on torture, c'est bien vous qui avez proposé qu'on les assigne à résidence chez les paras. Ces gens qu'on torture en ce moment à la villa Cézini, 24 heures après leur arrivée. Vous avez signé un arrêté d'assignation à résidence. Et si je rappelle cette histoire, et si je donne le nom, c'est que cette histoire n'est pas déshonorante pour M. Tedjen, mais elle vous montre la complexité de la chose. Et Paul Tedjen me dit, oui, mais maître, si je ne signais pas cet arrêté, ça ne changerait rien à l'affaire. Ils garderaient les mecs, tandis qu'avec ce qu'on fait, ils sont forcés de me donner la liste. Je signe, mais quand ils les défèrent devant le juge, je compare les deux listes. Je peux faire la liste des morts. J'ai dit, écoutez, je préfère faire mon boulot que le vôtre. Voilà les situations paradoxales auxquelles on arrive. Par contre, à ce niveau, lui, je lui tire mon chapeau, encore que si dans 30 ans, on lui demande des comptes là-dessus, je suis sûr qu'avec les explications qu'il va donner, tout le monde va hausser les épaules. On va dire, où est Vergès? Et si j'ai disparu, il dira, mon seul témoin a disparu. Seulement lui, je le mets hors de cause et je lui garde mon estime. Mais le ministre qui, au palais d'été, supervisait tout ça, mais le général qui commandait sur place et qui supervisait tout ça, et le troufion dans le bled qui, lui, mettait la main directement à la pâte, c'est ça la situation. Et dans ces situations-là, il n'y a pas besoin d'un Allemand. Chacun sait se démerder. Étienne Bloch.
Reste la question de savoir pourquoi tu acceptes. Et c'était un peu la question d'Elisabeth. Comment peux-tu concilier ton rôle de procureur et ton rôle de défenseur? Jacques Vergès. Parce que je pense, comme mon confrère décédé aujourd'hui, Marcel Willard, qui fut l'avocat de Dimitrov, qu'il est des cas où la défense doit accuser, et où la meilleure défense, c'est l'accusation. L'accusation des accusateurs. Étienne Bloch. Ça, c'est un problème de stratégie et de technique, mais ça ne touche pas au fond, c'est-à-dire pourquoi accepter de défendre Barbie. Elisabeth Heuerbacher. Accusé par rapport à Willard. Quand tu accuses par rapport à un ensemble, tandis que là, tu vas être obligé d'accuser ton propre client à l'intérieur. Jacques Vergès. Absolument pas. Dans cette affaire, c'est un miroir si jamais ce procès a lieu. Mais j'ai peur que les organisateurs de ce procès reculent devant sa tenue. J'ai peur parce que j'ai été avocat du FLN pendant la guerre d'Algérie, parce que j'ai défendu les premiers fédayines palestiniens en Israël, en Palestine occupée, à Athènes, à Zurich. J'ai peur que M. Barbie ne meure avant son procès. Étienne Bloch. Il est peut-être malade. Rire. Marco Gérin. Est-ce que la défense va s'organiser avec le CAPJ? Est-ce que c'est possible? Jacques Vergès. Je vous dirai une chose. Ici, à Ligourd, à l'appel du Clarès, il y a quelques mois, d'une manière prophétique, Jean-Gabriel Lapéry nous avait dit alors: moi je me vois en train de le défendre, et je vois Vergès en train de le défendre. Eh bien, c'est peut-être de sa faute. Il y a des gens comme ça, quand ils parlent, les choses se réalisent. Elisabeth Heuerbacher. Je crois que la position du CAPJ serait un arbitrage entre la défense de Vergès et la partie civile d'Étienne Bloch. Jacques Vergès. Je crois qu'un arbitrage serait possible dans ce cas-là. Elisabeth Heuerbacher. Pas un arbitrage, une observation. C'est vrai que la défense ne se partage pas. À partir du moment où l'on se bat contre la justice et contre la prison, que ce soit Barbie ou un ouvrier, ça n'a aucune importance. C'est vrai aussi que ça pose des contradictions.